Et nous allons prendre maintenant, alors là, carrément, de la hauteur. Et quoi de mieux que Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, pour nous offrir cette parenthèse d'inspiration. C'est un clin d'œil aussi au lieu exceptionnel qui nous accueillera ce soir pour le grand dîner de gala, le musée Acroscopia, le temple des grands rêves d'aviation et des exploits technologiques français. Et c'est donc tout naturellement que nous avons souhaité inviter une femme d'exception qui incarne à la fois la conquête des nouveaux horizons, mais aussi la science, l'engagement public et cette capacité rare à relier la Terre jusqu'aux étoiles. Son CV est impressionnant, elle a été première française dans l'espace, elle a aussi été ministre, chercheuse, exploratrice. Je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement. Elle est là pour vous ce soir, Claudie Aigneret, mesdames, messieurs. Bienvenue. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Ok. Mais je suis ravie de partager ce moment avec vous. J'ai retrouvé des choses qui me sont quand même chères. La coopération, la participation, avancer ensemble. Je vous ai trouvés tous les trois très en synergie et je trouve que c'est important quand on a des grandes ambitions de pouvoir les porter en commun. Alors moi, je ne vais pas vous parler ni de gris, ni de rose, ni de vert. Je vais vous emmener encore un peu plus loin, un peu plus à distance, c'est-à-dire qu'on va aller dans le cosmos noir. Mais quand j'ai entendu votre dynamisme pour l'avenir, les éclaircies, comme vous le disiez, en général, je conclus mes interventions, mais là, je vais commencer avec ça, avec une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles. » C'est comme ça, voilà, on rencontre, on grandit ensemble, et ça me paraissait correspondre un peu à ce que vous avez développé. Alors, je vais vous emmener effectivement dans le milieu spatial. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de scope en industrie spatiale. Peut-être, vous me direz, messieurs les présidents, dans vos différentes responsabilités. Alors, des scopes BTP impliqués dans du spatial futur, à la fin, vous verrez que pourquoi pas, ça peut le faire. Alors, est-ce que je peux avoir la première diapo? Voilà. Alors ça, c'était moi au siècle dernier, puisque j'ai eu la chance de voler. Ah, ça avance tout seul. Est-ce qu'il y a un truc? Normalement, c'est moi qui les déclenche, mais bon. Voilà, alors, vous avez dit que j'étais chercheur, que j'avais été ministre astronaute, mais tout ça a commencé quand même par... Je suis médecin au départ, je suis un médecin rhumatologue, et souvent on se dit, mais comment on fait pour, en étant médecin rhumatologue, devenir astronaute? Et je dis toujours, pour s'engager dans des carrières comme ça, où c'est vraiment un engagement complet d'une longue carrière, il faut vraiment avoir une envie, un désir très fort, et en général un rêve qui vous porte et qui résonne. Et moi, mon rêve, c'était juillet 69, j'avais 12 ans à l'époque, et le premier pas de l'homme sur la Lune, Apollo 11, a été un moment qui m'a fasciné, qui a ouvert un petit peu ces portes du rêve, de se dire que les choses qui paraissaient inaccessibles, parfois, elles se réalisaient. Donc, je n'ai pas décidé d'être astronaute à cette époque-là, parce que le schéma habituel, c'était quand même le pilote militaire, pilote de chasse, pilote d'essai. Donc pour une petite fille de 12 ans, c'était pas tout à fait ce qu'on pouvait imaginer. Et j'ai donc décidé d'être médecin, mais toujours avec cet esprit curieux et explorateur. Quand j'ai vu apparaître sur le mur de l'hôpital où je travaillais un appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, que vous connaissez bien ici à Toulouse, bien évidemment, qui recherchait des astronautes scientifiques, donc des profils nouveaux, pour aller faire ces programmes de recherche en microgravité dans les stations spatiales. Voilà, bien évidemment, ce rêve d'enfance s'est réallumé très fort et j'ai candidaté en sachant que j'allais sortir un peu de ma zone de confort, d'être un médecin à l'hôpital pour me lancer dans cette grande aventure. Mais j'y suis allée vraiment avec
l'envie d'apprendre, de découvrir. La thèse de science que j'ai fait ensuite m'a permis de bien connaître la communauté scientifique et donc de me sentir encore plus légitime avec un bagage qui était celui d'être un chercheur qu'on attendait. Et j'ai eu la chance en 92 de partir à l'entraînement. Je suis parti à la Cité des Étoiles, près de Moscou. J'ai passé près de 10 ans de ma vie là-bas, jusqu'en 2001. Et je me suis entraîné à plusieurs reprises et j'ai eu la chance de faire 2 missions spatiales. Une en 96 à bord de la station Mir, qui est une station soviétique. Enfin, en 96, on était déjà passé à Fédération de Russie. Et puis la seconde en 2001 dans la station spatiale internationale, qui est toujours en orbite et exploitée depuis 25 ans maintenant de façon permanente. Et je suis parti avec la fusée Soyouz, donc la fusée russe, 3 étages de propulsion, la petite capsule Soyouz, elle est au sommet de la fusée sous la coiffe. On part de Baïkonour, au Kazakhstan, et en 8 minutes 45, on passe de la vitesse 0 à la vitesse 28 000 km/h, qui permet d'être satellisé autour de la Terre, et donc de tomber autour de la Terre, d'être en chute libre permanente, ce qui va nous permettre de ne plus ressentir les effets de la gravité et de pouvoir développer donc, des programmes spatiaux intéressants. Et puis de se retrouver dans un environnement qui est bien différent de celui qu'on connaît comme terrien, bipède, dans le champ de la gravité. Et vous voyez mon regard ébahi quand je suis arrivé dans la station spatiale et que j'ai découvert son volume et la 3e dimension. Alors tout à l'heure, ça avançait tout seul. Et voilà. Alors, comment on devient astronaute et se sentir bien dans un environnement technologique aussi complexe? Bien évidemment, c'est des longs entraînements qui sont des entraînements, d'abord apprendre la langue russe, hein, bien évidemment, et puis apprendre tous ces systèmes techniques assez sophistiqués qu'on va rencontrer pendant la mission, mais en gardant chacun sa spécificité quand même de départ. Moi, j'étais en charge du programme scientifique, mais en ayant une mise à niveau et une connaissance de l'ensemble des activités, et en créant une intelligence collective, les 3 membres d'équipage qui vont partir dans la capsule Soyouz, de façon à pouvoir s'entendre à demi-mot, savoir réagir dans les situations. Et vraiment cette notion d'équipe, d'équipage. Équipe, c'est celle des équipes au sol. Hein. On met toujours l'astronaute sur l'estrade, mais sans les équipes de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs qui ont préparé, rien de tout ça ne serait possible. Et puis cette intelligence collective qu'on déploie ensemble au niveau d'un équipage avec des compétences complémentaires. Pour avoir ce niveau d'excellence qui va nous permettre de maîtriser les risques associés à cette mission. Et oui, j'ai mis quelques exemples pour dire que, bien évidemment, dans ces entraînements simulateurs, on va répéter des crises. Alors, à bord de la station, ça peut être un feu qui se déclenche, ça peut être une dépressurisation parce qu'on va rentrer en collision avec un objet. Et puis, dans le vaisseau Soyouz lui-même, dans les simulateurs de vaisseau Soyouz, moi, au fur et à mesure de l'entraînement, j'ai quand même eu quelques moments très critiques. Je crois que nous sommes morts à 1 ou 2 reprises pendant l'entraînement, de façon à pouvoir bien gérer des crises potentielles qui surviendraient. Alors, s'il y a une évacuation d'urgence de la station, on va peut-être atterrir dans un endroit où on n'est pas attendu par les équipes de secours, donc il faut apprendre à se débrouiller tout seul, à mérir, atterrir dans un endroit froid, il va falloir construire un abri. Voilà. Moi, tous ces éléments-là qui étaient une aventure, je dirais, plus qu'une aventure scientifique ou technologique, une aventure de vie. On apprend à sortir de sa zone de confort, comme je l'ai déjà dit, à chercher un peu ses limites. C'était aussi quelque chose qui résonnait avec ce que j'avais envie de découvrir en étant cet explorateur, un petit peu cette aventurière de cette grande aventure. Alors, quand on arrive dans la station spatiale, après ces 8 minutes 45 de propulsion qui nous amène à 28 000 km/h, à l'époque, moi, le vaisseau Soyouz, il mettait 48 heures pour rejoindre la station spatiale. La station spatiale, elle est à 400 km en orbite. Et 28 000 km/h, ça vous fait faire une orbite en 90 minutes. C'est-à-dire qu'on fait 16 fois par jour le tour de la Terre. Et on est donc en chute libre permanente et on arrive dans un environnement où on ne va pas sentir les effets de la gravité. Alors, c'est impossible au sol de s'affranchir de la gravité. On sait faire le vide spatial, on sait faire l'hypergravité,
On sait modifier des pressions, mais supprimer la gravité, on ne sait pas faire. Donc toutes les questions scientifiques qui ont trait à l'influence de la gravité sur le développement de telle ou telle structure, le seul laboratoire où on peut y travailler, c'est le laboratoire en orbite, la station. Deux grands domaines, les sciences du vivant. Alors, le vivant, c'est l'humain, c'est l'animal, c'est la cellule, c'est le végétal. Et bien évidemment, nous sommes tous construits, nous sommes développés avec ce facteur de gravité présent. Donc on va se poser des questions très fondamentales pour certaines. Comment va se développer un œuf de mammifère, d'amphibien, quand il n'a pas la gravité pour le structurer. J'ai embarqué avec moi des salamandres, des pleurodèles, et où j'ai fait des manips de biologie du développement, justement, pour essayer de comprendre. Sur le corps humain, il peut potentiellement y avoir des problèmes médicaux. Et bon, en tant que médecin, j'avais aussi cette compétence de prendre en charge ces problèmes médicaux, mais beaucoup de problèmes d'adaptation du corps à ce nouvel environnement. Quand je vous dis qu'on rentre dans une troisième dimension, il va falloir se refaire des repères et des références. Au sol, on a une verticale et une horizontale. Et là, vous arrivez, vous pouvez vous déplacer sur le plafond, le mur de droite, le mur de gauche. Enfin, vous utilisez l'ensemble du volume et vous n'êtes plus en mètres carrés. Pour vos constructions en BTP, nous, on travaille en mètres cubes. Hein. On n'est pas en mètres carrés. Et sur le plan cognitif, les 24 premières heures sont quand même un petit peu troublantes, de même que sur le plan de la posture et du mouvement, puisque on ne va plus marcher avec ses pieds au plancher, mais on va se donner des impulsions, donc des perturbations là aussi dans les premières 24 heures, puis sur le plan cardiovasculaire. Les fluides dans notre organisme sont là aussi contraints par ce qu'on appelle un gradient de pression hydrostatique, et ça n'existe plus en microgravité, donc il y a une redistribution des fluides qui font que le système cardiovasculaire doit là aussi s'adapter dans les premières 48 heures. Mais tout ça, on s'adapte très très vite. Moi, j'ai été stupéfaite comme médecin de voir les capacités d'adaptation. En 24 heures, on arrive à se sentir chez soi dans cet environnement nouveau. Et je dis toujours, ma deuxième mission d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin des 24 heures. Dès que je suis arrivé injecté en orbite, comme on dit dans notre jargon, j'étais chez moi. Et je me sentais à l'aise dans cet environnement. Sur le plan de la biologie, pour comprendre ces mécanismes, comment ça se passe, on a des outils à bord aujourd'hui qui sont vraiment très très performants. On peut faire du séquençage d'ADN, on peut voir des transformations de microbes, on fait du diagnostic in situ dans la station spatiale. À l'époque, on ramenait nos échantillons au sol. Hein. Vous avez peut-être connu cette époque, et puis même, il y a des très jeunes dans la salle, il n'y avait pas Internet. J'avais des pellicules photos dans mon appareil. Je ne pouvais pas envoyer de SMS, je ne pouvais pas envoyer mes photographies comme Thomas Pesquet a pu nous en envoyer pour nous montrer la beauté ou l'intensité du travail. On a aujourd'hui vraiment des laboratoires fantastiques qui nous permettent de faire des recherches très, très poussées. Ça va même jusqu'au biomanufacturing, c'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui, par exemple, de faire des cristaux de très belle qualité, d'intéresser l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de la cosmétologie, parce qu'on pense à des peaux artificielles, on pense à des cibles médicamenteuses qu'on pourrait dévoiler parce que justement, on va avoir des structures tridimensionnelles qu'on n'arrive pas à avoir correctement au sol. Donc un très beau labo dans le domaine des sciences du vivant, puis après la physique des fluides, les alliages, la combustion, tout ça est aussi très structuré par la gravité, et ça pose donc des questions très, très intéressantes. Et là, je rends hommage à toute l'ingénierie qui nous accompagne pour faire des petits bijoux d'ingénierie, souvent par des petites structures. C'est pas les gros industriels qui nous font toute notre petite joaillerie qui va nous permettre d'avoir une ingénierie pour réaliser ces expérimentations à bord. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup progressé dans les 20 dernières années, et on en est aujourd'hui à se dire que potentiellement des industriels, des télécoms, des nouveaux matériaux, je reviendrai tout à l'heure, pour le BTP vous faites du béton, nous on va penser aussi à faire des infrastructures sur des corps célestes, la Lune, la planète Mars à un moment donné, mais il ne va pas y avoir beaucoup d'eau.
Il va falloir utiliser d'autres produits que les produits classiques du BTP. Et il faut penser à comment on va évoluer aussi dans ces éléments. Alors voilà, à bord, le type de laboratoire très sophistiqué. Il y a un labo russe, deux labos américains, un labo européen qui s'appelle Columbus, et puis un labo japonais, Kibo. Et il y a la possibilité d'avoir des racks complets d'expériences de physiologie, de biologie, de physique, des fours à plasma, des fours à alliage qui sont très sophistiqués. Quelques petites images pour vous montrer quelques éléments de la vie à bord. Oui, vous voyez là apparaître des appareils de conditions physiques à bord. Je vous ai évoqué tout ce qui se passait au tout début de l'arrivée en microgravité. Perturbations cognitives, perturbations motrices et posturales, perturbations cardiovasculaires. Puis après, avec le temps qui va passer dans une mission de longue durée, vous allez être avec des muscles complètement relâchés. Plus besoin de tenir votre tête, vous êtes en position de décontraction complète, mais ça veut dire que vous allez perdre de l'atrophicité musculaire, et en perdant de l'atrophicité musculaire, puisque les muscles sont fixés sur les os, vous allez fragiliser votre os qui ne va pas se développer comme d'habitude. D'ailleurs, tous ces éléments-là, ce que je viens de dire, cognitifs, troubles posturaux, troubles cardiovasculaires, déficit musculaire et fragilité osseuse, ce sont les signes du vieillissement. Le processus d'aging, c'est typiquement ça. L'intérêt de notre modèle en microgravité, c'est que c'est du vieillissement accéléré, mais réversible. On récupère tout au retour. Donc ça intéresse sacrément la communauté médicale de se dire, est-ce qu'on pourrait trouver des éléments qui nous permettent de contrôler, de rendre réversible le vieillissement. Je pense qu'il y a quelques cheveux blancs dans la salle qui sont intéressés par ces études-là, moi en premier. Alors, pour éviter de se déconditionner, puisqu'on est des terriens et qu'on revient au sol à un moment donné, il faut faire 2 heures par jour d'exercice physique. Donc vous voyez que là-haut à bord, il y a un appareil de musculation, il y a un tapis roulant, où il faut mettre un harnais, bien évidemment, pour que vos pieds soient sur le tapis, sinon ça ne sert à rien, et un vélo ergomètre pour avancer. Je vous ai mis au milieu la photo de Alex pour vous faire réfléchir comment on va se peser quand on n'a plus de poids. Eh ben, pas sur une balance, bien sûr, mais par contre avec l'amortissement de vibration et l'inertie qui va vous permettre de calculer votre masse et l'évolution de votre masse. Puis ensuite, il y a des abacs qui permettent de passer de la masse au poids et de surveiller. À bord, quelques éléments de la vie, bon, un peu pour la nourriture, qu'est-ce qu'on mange? Nourriture lyophilisée qu'on va réhydrater, des conserves où il faut être vigilant à ne pas avoir de sauce ou de miettes qui se dégagent à l'ouverture, parce que évidemment tout ça profite là aussi beaucoup de la 3e dimension et va flotter dans tous les sens. On ne crache pas son dentifrice dans le lavabo, parce qu'il ne va pas aller dans le lavabo. On accroche son sac de couchage dans lequel on se glisse le soir pour se réveiller au bon endroit le lendemain matin. On se rase ou on se coupe les cheveux avec un aspirateur, là aussi, pour pas que ça flotte dans tous les sens. On se lave au shampoing sec. Thomas Pesquet regardait les matchs de rugby, du rugby toulousain. Et puis, il y a de la vie en convivialité dans des équipages multiculturels. Voilà, parce qu'on passe pas 100% de son temps, même si je dirais on passe 100% de son temps à faire des manifs scientifiques, mais on essaie quand même de profiter un petit peu de cette diversité culturelle et de ces équipages à bord. Je vous montrais cette image-là parce que vous pouvez imaginer, je sais que chez vous aussi, c'est des choses importantes, la robotique avancée, très très sophistiquée, qui est développée à bord de la station, parce qu'il faut pouvoir aller récupérer des choses à l'extérieur, des cargos qui amènent du fret. Il faut pouvoir contrôler des objets qui seront à distance, en particulier quand on envisage l'exploration lunaire et l'exploration martienne. Étant donné les délais de communication, il vaut mieux pouvoir, à partir d'une structure en orbite autour de Mars ou de la Lune, pouvoir télécommander et piloter des objets sans qu'il y ait les délais de communication. Quelques images de la sortie extravéhiculaire. Alors, sortie extravéhiculaire, ça veut dire qu'on va sortir de cet environnement
confiné, mais où l'atmosphère est tout à fait respirable, la façon de vivre en dehors de la microgravité est correcte, pour aller à l'extérieur dans le vide spatial. Et là, donc, vous sortez avec votre scaphandre pressurisé qui va vous permettre de réguler la température. Quand on est 90 minutes pour faire un tour de Terre, ça veut dire que 45 minutes on est côté soleil et 45 minutes côté ombre. Alors, côté soleil c'est plus 120 degrés, côté ombre c'est moins 120 degrés. Donc dans votre scaphandre il y a tout ce qu'il faut pour la régulation thermique, pour vous apporter de l'oxygène, pour absorber le gaz carbonique que vous allez développer, et puis la pressurisation parce qu'il faut garder votre capacité à survivre. Et donc c'est vraiment le marathon de l'espace, que c'est 6 heures, 7 heures passées en sortie extravéhiculaire, mais c'est parfois nécessaire, malgré la robotique avancée, pour faire certaines opérations. Alors, je ne vous ai pas entendu parler de diversité dans le BTP, mais je pense que vous avez un petit problème, sûrement comme partout, sur certains éléments de la diversité. La diversité de genre, je crois qu'on en avait parlé au téléphone quand on avait préparé, qu'il n'y avait pas tant de pourcentage de femmes dans vos entreprises. J'en ai mis quelques-unes quand même. Valentina Tereshkova, qui est la première à avoir volé en 1963. Gagarine, c'était 61, 63, Valentina Tereshkova. Puis après, je vous ai mis plein de femmes qui ont eu toutes les positions et les fonctions à bord de la station, à bord des vaisseaux, la première chinoise, et puis tout en bas, là, vous voyez à côté de moi, Sophie Adno, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais vous allez beaucoup en entendre parler. Sophie qui est en fin d'entraînement et qui va partir en mars de l'année prochaine, mars-avril, pour une mission de 6 mois. Et j'y reviendrai un petit peu, et qui sera donc 30 ans après moi, la seconde française à voler. Et elle fait partie de l'Agence spatiale européenne. Oui, alors je parlais de la diversité, pour vous montrer que ça bouge quand même dans un milieu très masculin comme celui que j'ai connu. Il y avait 10% de candidatures féminines en 85 quand j'ai été sélectionnée. En 2022, la sélection de l'Agence spatiale européenne qui a sélectionné Sophie, il y avait 24% de candidatures. C'est vrai que ça veut dire que quand il y a quelques exemples qui racontent le parcours, qui montrent la réussite, ça peut aider certaines femmes à se dire pourquoi pas moi, pourquoi pas tester. Et si vous voyez sur le recrutement, il y a eu 17 astronautes dans la sélection de l'Agence spatiale européenne de 2022, 17 sur 22 500 candidats. Sélection au niveau européen très large. Eh bien, il y a 8 femmes sur 17. Donc, on monte petit à petit. Et aujourd'hui, dans les femmes astronautes dans le monde, on est à 13%. On a longtemps stagné à 10%, mais là, on voit tous les ans, on prend un 0,5%. Donc, ça progresse. Ça, c'était pour vous dire la sélection de Thomas Pesquet, que tout le monde connaît ici, plus les collègues européens qui étaient sélectionnés à ce moment-là. C'était ce qu'on appelle des astronautes d'agence. Moi aussi, j'étais une astronaute professionnelle, un astronaute d'agence. On fait une carrière, on a 15 ans de carrière, un vol, 2 vols, 3 vols, on est professionnel. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de tourisme spatial. Alors, soit suborbital, c'est-à-dire en ne faisant pas complètement une orbite, soit orbital. Et puis, je fais un petit clin d'œil à ce qui va devenir peut-être la succession de la Station spatiale internationale. On va l'utiliser jusqu'en 2028-2030. Elle a été premier module monté en 98-99, donc ça va faire 30 ans pour une structure technologique complexe. Bien évidemment, elle commence à vieillir. Il va falloir penser à la remplacer. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, ces laboratoires intéressent des industries de tout type. Et donc, on est en train de voir arriver des stations commerciales, privées, dans lesquelles potentiellement un expert d'une compagnie, alors peut-être pas d'une Scope, parce que pourrait être l'astronaute de projet pour un projet spécifique qui pourrait être intéressant à participer à une mission. Donc on va voir arriver des astronautes d'un nouveau genre. Bon, ça c'est Thomas Pesquet au cours de ses missions. La sélection de l'Agence spatiale européenne. Alors oui, je montre Sophie Adno, qui est en train de terminer son entraînement. Il y a un autre Français, Arnaud Prost. Ils sont tous passés par Super Hero ici. C'est une boîte à fabrique d'astronautes.
pas que, hein, moi je ne suis pas passé par super-héros, et puis par l'école de l'air et de l'espace. Et parmi les 17 qui ont été sélectionnés, il y a plein de profils différents. Il y a des astrophysiciens, il y a des géologues, il y a des ingénieurs roboticiens, des data scientists, des pilotes militaires, des pilotes d'hélico, des pilotes civils. Et il y a même un parastronaute, là, vous voyez, John McPhail, qui a eu un accident de moto à l'âge de 19 ans, qui a une prothèse du membre inférieur, qui est quand même médaille de bronze aux Jeux Olympiques je sais plus, de Pékin, je crois, sur des courtes distances, qui est un chirurgien émérite. Enfin, il a un CV à faire pâlir d'envie tout un chacun. Et il a passé toute la sélection et toute la préparation. Il est déclaré apte aujourd'hui à potentiellement participer à une mission spatiale. Donc quand je parle de diversité, il y a aussi cette diversité au niveau physiologique. Alors bien évidemment pas au niveau des membres supérieurs, mais au niveau des membres inférieurs dont on sert moins en microgravité et qui permettent aussi à nos ingénieurs, à nos médecins de réfléchir à des éléments de sécurité, de safety des astronautes et d'ergonomie qui peuvent être au bénéfice de tous. Hein. Souvent, la diversité et la différence fait que chacun profite de l'expérience acquise. Donc voilà Sophie. Sa mission s'appelle Epsilon. Allez voir son compte Twitter, son compte Instagram. Elle raconte super bien son entraînement. Et c'est vraiment une fille formidable. Et elle va nous ravir. Elle va nous faire avoir une jolie inspiration, des belles espérances en montrant son horizon de travail. Ça, pour vous dire à quel point la diversité, pour moi, c'est pas que le genre. C'est bien évidemment l'intergénérationnel. Vous avez parlé de transmission tout à l'heure. Moi, je me suis entraînée avec des vétérans des vols spatiaux qui avaient 5 ou 6 missions la première fois. Moi, rookie, première mission. Mais voilà, ça se passe bien. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on écoute les autres, qu'on apporte là aussi notre différence dans l'expertise. Je vous mets un équipage chinois, une jeune femme d'Arabie Saoudite. Ils ont fait voler une femme. 2 astronautes émiratis qui ont déjà volé. Puis là, oui, je vous ai montré les astronautes indiens, parce que l'Inde, l'année prochaine, sera la 4e puissance en capacité d'envoyer des équipages. Il y a les États-Unis, la Russie, la Chine, bien évidemment aujourd'hui, et l'Inde va donc faire du vol habité l'année prochaine, l'Europe n'ayant pas encore, pour l'instant, pris des décisions sur un accès autonome habité. Puis les beaux en orange, là, c'est ceux qui vont partir pour la prochaine mission lunaire, programmée apparemment pour février 2026, avec la mission Artemis. J'y reviendrai. Et vous voyez qu'il y a une femme sur les 4. Alors elle ne mettra pas encore le pied sur la Lune, parce que ce n'est pas une mission avec un alunissage, c'est une mission autour de la Lune. Mais je rappelle que les 12 astronautes qui ont mis le pied sur la Lune étaient tous des hommes dans le programme Apollo. Le programme actuel s'appelle Artemis, et Artemis, clin d'œil, est la déesse sœur jumelle d'Apollo. Donc, voilà, qui promet d'inclure la diversité. Je vous ai parlé de la science à bord, je vous montre quand même quelques images de cette Terre qu'on voit par le hublot. J'ai mis celle-ci, si toutefois quelqu'un dans la salle avait un doute sur le fait que la Terre est ronde. Je la mets toujours, quelle que soit l'audience, parce que je sais que c'est utile. Les platistes ont traversé l'Atlantique et ils sont chez nous. J'ai souvent été sollicité. Je vous montre celle-ci pour vous montrer la présence de la vie sur cette planète. Et c'est la seule planète où on sait que la vie existe aujourd'hui, avec ces lumières des villes. Bon, on voit bien Toulouse et la région, puis vous reconnaîtrez. Mais surtout pour vous montrer la très très mince couche d'atmosphère qui fait que cette vie est possible sur la planète. Et qu'au-delà de cette couche d'atmosphère, on commence petit à petit à être dans un vide de plus en plus important, et ce noir de l'espace où il n'y a pas vraiment de protection qui peut venir de l'extérieur. Donc on est protégé uniquement par cette petite couche. La planète est très fragile. Il y a de très belles choses qu'on voit depuis l'espace. Je mets celle-ci parce que c'est la première chose que j'ai vue par le hublot, une aurore boréale. J'en avais jamais vu au sol et j'avais vu ma première mission. Puis ces images pour vous montrer la beauté de cette planète dans ses couleurs,
les impacts de météorites, les lacs dans les Andes, la Volga, les deltas, enfin toutes ces images absolument somptueuses selon l'heure à laquelle on passe, selon la saison à laquelle on passe. Une planète à 75% recouverte d'eau et d'océan, avec tous ces bleus et ces variétés. Donc une planète magnifique, une planète fragile, et je mets toujours celle-ci une planète vulnérable. Il y a ces forces de la nature qui s'ajoutent à notre impact de l'Anthropocène sur les évolutions du climat et la dégradation de notre atmosphère. Et bien c'est les tempêtes de sable, les cyclones, les éruptions volcaniques, les méga-feux. Alors, le mot méga-feu, il y a 20 ans, on ne l'utilisait pas, on ne savait pas ce que c'était. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des intensifications de ces processus majeurs liés, pour certains d'entre eux, aux évolutions du changement climatique. Et je voulais passer à un chapitre pour vous dire que vous avez des interrogations, des incertitudes sur vos métiers, vos développements, et que nous, dans le spatial, on est bien secoués aussi par les évolutions. On a même inventé un mot qui était le new space par rapport à, non pas un old space, un new space parce qu'il y a un environnement qui est en train de changer considérablement depuis 10 ans déjà. Il y a des nouveaux acteurs. À l'époque, c'était les États-Unis et l'Union soviétique et la Russie plus tard. L'Europe étant la troisième puissance à intervenir, mais aujourd'hui, je vous ai parlé de la Chine, qui n'est plus du tout une puissance émergente. Elle a bien pris ses marques dans l'ensemble des domaines. Elle a des lanceurs, des satellites, des sondes sur le système solaire et l'exploration de l'univers qui sont tout à fait performantes, et puis des équipages, une station spatiale en orbite. Il y a 2 stations spatiales en orbite aujourd'hui, la station spatiale internationale et la station chinoise. Il y a des acteurs à côté des agences qui étaient les agences institutionnelles qui mettaient en place tous les programmes. Vous avez compris aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs privés, pour citer Elon Musk ou Jeff Bezos, bien évidemment, qui sont partie prenante importante à la fois des propositions technologiques, la collecte de données, l'utilisation des données, mettant parfois à mal la souveraineté des États. Donc voilà, c'est un paysage qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais qui transforme beaucoup, qui nous oblige, nous aussi, à réfléchir, par exemple au niveau européen, à de nouvelles alliances. C'est vrai qu'on est un peu déstabilisé par certains programmes américains aujourd'hui qui subissent des coupes budgétaires dans le domaine de l'observation de la Terre et du changement climatique, donc qui nous amènent à penser à d'autres types d'alliances. Je vous montre que on est passé aujourd'hui non plus simplement à lancer un énorme satellite qui va avoir une durée de vie de 10 ans, pour lequel il va falloir être zéro risque, qualité, zéro défaut, à des méga constellations où les satellites ne font plus la taille d'un autobus, mais la taille d'une machine à laver, et qu'on en envoie 40 dans un seul tir, ce qui nécessite, quand on fait 140 tirs par an, ce est ce que fait SpaceX en ce moment, de faire de la réutilisation, parce que bien évidemment, on ne va pas construire 140 nouvelles fusées. Vous savez qu'en Europe, on est plutôt entre 3 et 5 lancements par an, hein, donc pas tout à fait le même modèle. Hein. Mais donc voilà, ça stimule aussi nos entreprises, et on est en capacité aujourd'hui de pouvoir faire du manufacturing en orbite, construire des choses directement en orbite. On est en capacité de faire du servicing, de refueler, de remettre du carburant, de modifier des positions, de faire du vol en formation, de se rapprocher d'un satellite, de faire désorbiter un satellite qui ne serait plus fonctionnel. Tout ça, on ne savait pas le faire il y a 20 ans. Le 21e siècle nous fait rentrer dans un monde tout à fait différent, avec bien sûr plein d'opportunités, plein d'innovations, plein de nouveaux modèles, mais aussi des risques nouveaux. Alors, je mets les risques technologiques, je vous parle de ces méga constellations. Vous avez tous entendu parler du problème des débris spatiaux.
hein, le fait que des objets se situant en orbite basse entre 500 et 1000 km, voilà, une fois sur ces milliers de satellites de constellations comme Starlink et les constellations qui se présentent, ce n'est pas du 100% d'efficacité. Hein. Il peut y avoir 10% de déchets dans la mesure. Mais ça veut dire qu'il y a des satellites qui redescendent petit à petit, qui peuvent entrer en collision si on ne gère pas, si on ne régule pas très bien leur positionnement. Et vous imaginez deux objets qui viennent se heurter à 28 000 km/h, voilà, l'énergie cinétique que ça représente, et la capacité à provoquer des collisions en chaîne, et donc des débris spatiaux qui pourraient même carrément non seulement congestionner l'espace, mais le rendre inaccessible, parce qu'on ne pourrait pas passer cette barrière des débris spatiaux. Les autres risques, vous en avez entendu parler là aussi, c'est le fait que l'espace est aujourd'hui une zone de conflit qui s'ajoute aux conflits habituels. Il y a le cyberespace et l'espace, et les deux étant très liés. Vous savez à quel point le spatial aujourd'hui est indispensable à notre vie quotidienne. Chaque jour, on active individuellement chacun une quarantaine de satellites pour avoir la météo, pour avoir sa connectivité, pour avoir son GPS, pour tout ce qui est notre vie quotidienne. Donc, cet encombrement de l'espace et les conflits potentiels qui peuvent se mettre en place sont un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors j'ai mis militarisation, arsenalisation, parce que bien évidemment, militarisation, il y a toujours eu des yeux dans l'espace, il y a toujours eu des oreilles dans l'espace pour faire du renseignement. Mais aujourd'hui, avec cette capacité de faire du servicing, de bouger les orbites et d'aller d'un point à un autre, on peut utiliser l'espace comme un lieu de conflit, de rencontre, d'écoute malveillante et même de destruction. Ce qui implique qu'on a des risques juridiques. Vous imaginez bien que tout ça nécessite d'être régulé. Les traités qui régulent l'espace extra-atmosphérique aujourd'hui, ils ont été écrits en 1967 au sein des Nations Unies, validés par plus de 120 pays, et qui disaient l'espace est un apanage de l'humanité, je crois que c'est écrit comme ça, non appropriable par aucun gouvernement ou aucun individu, et à utilisation strictement pacifique. Bon, on n'est plus tout à fait dans ce domaine-là. On parle d'exploiter des ressources et éventuellement d'être propriétaire des ressources extraites. On parle de ces éléments de militarisation. Donc, il va falloir réécrire une partie du droit spatial. C'est un sujet majeur. On a besoin de juristes à côté des ingénieurs et des chercheurs. Mais c'est vrai que l'état aujourd'hui du multilatéralisme, et se dire qu'on va être capable de faire signer un traité par 120 puissances spatiales, ça paraît un peu compliqué. Donc, on reste à de la soft régulation. On n'est pas arrivé à réouvrir ces traités. Je vous rappelle que c'est grâce à l'espace et aux yeux d'observation de la Terre et des satellites météo qu'on connaît bien notre environnement et le changement climatique. Sur les 50 variables climatiques essentielles qui nous permettent de suivre l'évolution du changement climatique, 26 sont liées à des données spatiales. Donc c'est un outil scientifique pour comprendre la planète qui est passionnant, et on en est même à envisager des jumeaux numériques de la Terre. Je suppose que vous avez des digital twin dans vos systèmes du bâtiment, des maquettes numériques, alors peut-être pas au niveau des scopes, mais à plus haut niveau. Mais nous, on est en train de penser à des jumeaux numériques de la Terre, et bien évidemment, c'est ce qui nous sert aussi à mieux gérer les crises, les catastrophes naturelles. On peut activer des satellites pour savoir où on en est d'une inondation, d'une éruption, envoyer des communications ou des équipes pour du sauvetage et de l'humanitaire. Et puis je le disais, on active chacun 40 satellites par jour pour nos activités quotidiennes. Et je vais terminer en vous emmenant un petit peu plus loin de l'orbite basse, qui est celle sur laquelle on a beaucoup d'expertise aujourd'hui en ce qui concerne le vol habité pour les destinations plus lointaines. D'abord la Lune, et puis peut-être Mars. Oui, ma petite diapo. Pour dire que c'est le moment pour l'Europe de penser à quel est son positionnement, là aussi, dans cette géopolitique très complexe et pointue en ce moment, et très aiguë.
Il y a plein d'enjeux, comment on détermine les priorités. On va avoir une conférence des ministres de l'espace au mois de novembre, là, dans un mois et demi, et pour voir un petit peu comment on structure sur les 3 ans à venir la gestion des, des priorités à venir. Et oui, qu'est-ce que j'ai mis? Adhésion. Adhésion, et je pense que quand vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'est une scope, de comment vous voulez, il faut faire attention à la façon dont on raconte l'histoire, c'est le fameux narratif, le récit de ce que vous voulez faire passer comme message. Et c'est toujours important de trouver le bon récit qui arrive à convaincre les politiques et vos concitoyens et ceux qui apporteront du budget et les collectivités territoriales en ayant un récit qui permette de se projeter avec enthousiasme, réalisme, mais avec dynamisme dans le futur. Donc l'idée, c'est de retourner sur la Lune avec un programme qui est quand même très très différent du programme Apollo de ma génération, puisque l'idée, c'est de construire des infrastructures permanentes sur la surface de la Lune, non pas pour y faire vivre de façon permanente des équipages, mais pour y avoir des séjours de plus longue durée. La plus longue mission du programme Apollo, elle a duré 72 heures, donc 3 jours. C'était un petit peu des nomades qui étaient arrivés pour le week-end. Là, l'idée, c'est de rester quelques semaines, voire quelques mois, pour apprendre à vivre, à travailler, à exploiter ce nouveau corps céleste de façon à poursuivre le chemin de l'exploration. Alors, il y a une grosse fusée américaine qui s'appelle SLS, un véhicule qui s'appelle Orion qui sera la capsule. L'équipage que je vous ai montré tout à l'heure en orange, il va donc voler sur cette capsule. Le module de service de cette capsule a été réalisé par l'Agence spatiale européenne. Artemis est 1, le premier vol a déjà eu lieu avec la grosse fusée SLS. Et là, on va voir Artemis 2 l'année prochaine. Et ce sera le Artemis 3 qui sera celui où on va se poser sur la Lune. Alors, pourquoi ça prend tant de temps? C'est parce qu'on n'a pas encore l'alunisseur qui va nous permettre de déposer un équipage. On est en train de préparer des cargos qui vont amener le fret. Et je vous montre les 2 entrepreneurs privés qui ont aujourd'hui délégation de la part de la NASA, l'agence américaine, pour produire et développer cet alunisseur. Alors, vous suivez peut-être les différents vols du Starship, l'énorme fusée d'Elon Musk, qui est sur un gros booster, Falcon Heavy, et puis ensuite un peu la fusée de Tintin, qui va pouvoir emmener des dizaines, des vingtaines, presque 100 tonnes en orbite basse et 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes en orbite vers la Lune et se déposer sur la Lune. C'est-à-dire apporter vraiment des charges utiles qui vont permettre de commencer à penser ces infrastructures permanentes sur la Lune. Et Jeff Bezos est lui aussi dans la course, et Jeff Bezos se positionne comme étant l'Amazon du cislunaire et du lunaire, voilà, se faire la logistique. Il y a toute une logistique qui est en train de se mettre en place, et ils sont bien présents. Donc voilà l'équipage qui va partir en février. Et oui, ce monde-là à découvrir, à explorer la Lune, il faut qu'on y pense en réfléchissant dès aujourd'hui à avoir l'impact environnemental le moins lourd possible. Vous y pensez vous aussi dans le secteur du BTP, et de faire en sorte qu'on ait envie de poursuivre cette exploration. Et c'est vrai que ça va être une façon, parce qu'on sera ailleurs, de penser autrement et éventuellement de trouver des solutions d'innovation qui vont nous permettre de régler bien sûr les problèmes sur la Lune, mais aussi les enjeux terrestres qui sont la finitude, la limitation des ressources, le problème de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, du recyclage de l'eau, du stockage de l'énergie. Tout ça, c'est des sujets qu'on a sur Terre. Mais sur la surface de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il y a des radiations, on est plus protégé par la magnétosphère terrestre. L'énergie, ben oui, il y a un peu de soleil, mais un jour lunaire, c'est 14 jours de jour, 14 jours de nuit. Donc tant qu'on ne sait pas mieux stocker l'énergie qu'on sait le faire aujourd'hui, on va quand même avoir des problèmes de gestion de l'énergie. Il n'y a pas d'atmosphère, donc il va falloir
reconstituer un écosystème artificiel pour qu'on puisse vivre, respirer, se nourrir. Alors, il faut trouver de l'oxygène. Où est-ce qu'on va trouver l'oxygène? On a l'intention d'aller mettre en place ces bases lunaires où il va falloir du BTP pour construire. Ce ne sera peut-être pas au niveau des scopes, mais pourquoi pas, apporter des idées. Il y a des glaces d'eau dans les pôles, le pôle sud de la Lune. Donc, les endroits où on va allunir vont être localisés près du pôle sud. Il y a des glaces d'eau, il va falloir extraire, forer cette eau, et puis, par électrolyse ou d'autres moyens, séparer H2O, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène pouvant être utile, bien sûr, pour développer des écosystèmes qui vont permettre de respirer pour les individus et puis de faire de l'agriculture spécifique du spatial et même de la pisciculture, puisqu'on pense à apporter des protéines végétales en faisant de l'aquaculture et en élevant des poissons, parce qu'on ne va pas monter des poulets, des vaches, pour l'instant, ce n'est pas prévu, même dans le Starship d'Elon Musk. Et construire. Alors avec quoi on va construire? Il y a de la poussière sur la Lune, la poussière lunaire, le régolithe. Pour ceux qui ont vu les images d'Apollo 11, on voit le pied d'Aldrin qui laisse ses traces de bottes, son footprint. C'est dans le régolithe. Le régolithe, on peut extraire 40% d'oxygène dans le régolithe. Donc on peut extraire de l'oxygène aussi du régolithe. Et puis utiliser le régolithe comme matériau de construction. On peut faire des briques avec ce matériau de construction pour envisager les habitats lunaires. Donc vous voyez, il y a de quoi faire pour le BTP, pour se mobiliser. Et quand je dis la diversité, c'est vrai qu'on a travaillé toujours avec des industries classiques de l'aéronautique et du spatial, mais là on a besoin de gens qui font du forage, on a besoin des gens qui font du BTP, on a besoin de gens, des énergéticiens, voilà, plein de domaines qui n'étaient pas nos domaines habituels. Il va falloir apporter du matériel, développer des télécommunications, peut-être pourquoi pas construire un village. Ça pose des questions de gouvernance aussi. Je vous ai dit, il y a un programme chinois et un programme américain. Il y a très peu d'endroits au pôle sud où on peut vraiment s'installer pour développer des infrastructures. Donc qui sera le premier arrivé? On est autour de 2028, 2029, 2030. C'est les 3 années où les alunissages vont se mettre en place. Donc il y a aussi un sujet de gouvernance. Est-ce qu'on va être en capacité, sur un corps céleste qui n'est pas notre Terre, d'arriver à avoir une gouvernance un peu plus solidaire, je dirais, et résiliente? S'il arrive quelque chose sur la base chinoise, il faut bien qu'à un moment donné, il puisse y avoir une solidarité. Donc ça pose aussi des questions du juridique, un petit peu de la gouvernance politique de ces systèmes. Donc voilà un petit peu pour la conclusion. Grâce à l'espace, on peut mieux connaître cet enjeu majeur qui est celui du changement climatique. Vous avez parlé du vert, de la transition écologique. Ça fait partie, nous aussi, de l'impact. On a en quelque sorte un label Scope RSE, enfin un label RSE en tout cas, sur nos activités, parce qu'il faut gérer l'énergie, l'eau, les ressources, que les bâtiments soient durables. Il faut y intégrer tout ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de mettre en place avec plus d'autonomie, d'être dans la sobriété. Et j'ai parlé de solidarité, mais je parle aussi de bien commun, parce que pour moi, l'espace extra-atmosphérique et les corps célestes, c'est quand même du bien commun de l'humanité, et que voilà, une utilisation trop strictement intérêt privé, sans souci de l'intérêt général et du bien commun, ça me pose quand même un peu problème. Et c'est vrai que la question qu'on nous pose toujours à nous, astronautes, qui avons vu cette planète belle et fragile, comme je le disais, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Moi, je retourne toujours la question, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la transmission, le partage et l'éducation, mais quels enfants allons-nous laisser à la planète? Parce que je crois que c'est notre devoir dans la transmission, d'accompagner par une bonne éducation cette jeune génération qu'on espère talentueuse, responsable et intéressés par aller plus loin pour le progrès de l'humanité, avec tout ce qui est nécessaire aujourd'hui sur l'éducation, qui est un challenge considérable, bien évidemment, dans nos pays développés, mais encore plus dans des pays moins développés. Et voilà, c'est des mots qui comptent pour moi, l'éthique, tout en étant audacieux et en dépassant sa zone de confort. Le fait que des contraintes, il y en a toujours dans les missions ambitieuses,
mais il faut les voir comme un terrain d'innovation et pas simplement une entrave à un développement, et que c'est là où on peut trouver des nouvelles solutions et avancer. Et j'ai mis le dernier mot qui est sur ce récit attractif et mobilisateur. Moi, je le ressens à chaque instant. Vous le ressentez probablement avec la situation politique d'aujourd'hui. Quel est le récit attractif et mobilisateur qui nous est proposé? C'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, le narratif, le récit, je pense que c'est au-delà de la technique et de la gouvernance, c'est quelque chose d'essentiel pour faire avancer les choses. Voilà, ce qui nous permettra, nous, peut-être dans notre domaine, d'aller au-delà. Alors, je vous ai mis quelques images martiennes, mais Mars, c'est quand même entre 20 millions et 120 millions de kilomètres de la Terre. C'est 6 mois de voyage. La Lune, on peut y aller le week-end. C'est 3 jours, c'est 385 000 kilomètres. C'est pas si loin que ça. Mais Mars, c'est quand même très très loin. Ça crache des radiations. Il faut un aller-retour avec le séjour sur la planète. Ça sera 2 ans. Donc, on n'est pas prêt pour une mission habitée martienne, mais par contre, il y a des super rovers qui collectent des échantillons, qui essaient de voir si, peut-être, puisque la planète Mars a été comme la planète Terre, il y avait de l'eau liquide, il y avait une atmosphère, il y avait une magnétosphère, puis bon, tout ça n'a pas complètement disparu, il reste un petit peu d'atmosphère, mais peut-être que dans cette eau liquide, il y a eu de quoi avoir des éléments prébiotiques ou une forme de vie. Donc c'est un sujet intéressant de mieux connaître la planète Mars pour savoir pourquoi elle s'est transformée comme ça et est-ce qu'il y aurait des choses à en tirer dans l'expérience de notre planète Terre, et puis y a-t-il des traces de vie. Voilà. Donc ça, c'est un peu moi mon plaisir et ma passion pour l'exploration. Quand je mettais éducation, je ne l'ai pas dit, mais quand je fais des conférences à des ingénieurs, et même des ingénieurs de super-héros, quand même une partie des jeunes ingénieurs d'aujourd'hui qui disent: il y a tellement de soucis sur Terre qu'on ne peut plus se permettre d'explorer et de continuer à les défricher. Mais moi, je dis toujours, on ne peut pas être simplement, il en faut, on ne peut pas être simplement des réparateurs du présent ou des erreurs du passé, mais il faut qu'on bâtisse un futur avec des solutions nouvelles. Donc il faut continuer à être curieux, à innover et à regarder plus loin pour découvrir, inventer, imaginer. Alors ça ne sera pas des missions habitées, hein. C'est vers Mercure, c'est l'énergie noire avec la mission Euclide, c'est Gaïa qui nous fait un catalogue des exoplanètes, donc les planètes autour d'autres systèmes solaires que notre Soleil, avec là aussi des recherches d'habitabilité, enfin tous ces mystères de l'univers qui nous font rêver, je crois. On a tous envie d'en savoir plus, et on est tous épatés par les images du James Webb Telescope, bien évidemment. Et voilà, je m'arrête là en vous disant merci. Claudie Aigneret, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si on a, je regarde quelle heure il est, si vous voulez poser quelques questions, si on a le temps. Alors, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Nos hôtesses sont là, je pense, avec les micros. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Je pense qu'il y a le dîner de gala qui... Oui, il y a une question, voilà. Et Stéphanie. Aussi, ouais. Oui, merci beaucoup. J'avais eu l'occasion d'avoir une expertise avec Michel Tonini dans le cadre de l'APM. Et j'avais retenu ça, c'est que dans l'espace, les équipes sont mixtes de plusieurs pays et qu'il n'y avait pas justement de sujet géopolitique. Voilà, on était tous dans une mission et on faisait abstraction de nos sujets politiques. Et là, j'ai l'impression que tout change. Alors, le seul endroit, enfin, il y a 2 endroits aujourd'hui où il continue à y avoir une coopération. C'est la Station spatiale internationale, où effectivement, il y a des Américains, il y a des Russes. Vous imaginez qu'il y a un centre de contrôle à Houston et un centre de contrôle en Russie. Tout ça échange des données, les équipages travaillent ensemble en essayant effectivement de surmonter des difficultés politiques qui sont probablement abordées un petit peu en privé à bord, bien évidemment, mais qui
il y a la sécurité de l'équipage, il y a la mission à accomplir, à réussir. Donc ça dépasse effectivement ce qui pourrait poser problème. Vous avez vu qu'il y a toujours un Russe qui monte avec un Crew Dragon, le vaisseau d'Elon Musk, et qu'il y a toujours un Américain qui part avec un Soyuz. Donc on essaie voilà, de maintenir. Le deuxième endroit où la coopération scientifique se fait en multi-parties comme ça, c'est ITER, le réacteur de fusion nucléaire qui est à Cadarache, où il y a même la Chine. Il y a la Chine, la Russie et tous les pays. Là, dans la station spatiale, il n'y a pas la Chine. Donc, effectivement, on est dans cette dynamique de coopération qui s'est quand même modifiée, il faut le reconnaître. Avant, il y avait des manips franco-russes où on partageait vraiment complètement les données entre les... Bon, aujourd'hui, les Russes ont quand même leur manip dans leur coin, et puis mais sans que ça soit conflictuel pour la sécurité de l'équipage et la réussite de la mission. Mais il y a moins de partage de données. Avec les Chinois, il y a un petit peu partage de données scientifiques. Par exemple, quand je parlais du changement climatique, bien évidemment, ces données d'observation de la Terre, quand on veut faire un jumeau numérique de la Terre ou quand on veut mettre en place un satellite, le faire regarder un lieu où il y a eu une catastrophe naturelle, ça fonctionne encore, ces choses-là. Mais pour le reste, il n'y a pas d'échange technologique, il n'y a pas... Le programme chinois est ouvert à la coopération, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'astronautes américains qui s'entraînent. Il n'y a pas d'astronautes européens non plus. À un moment donné, il y a les astronautes européens avaient commencé à apprendre le chinois. Et puis là, bon, c'est de nouveau un peu sous le tapis. Donc voilà, le changement, c'est la compétition entre la Chine et les États-Unis pour ce leadership. Sur la Lune, c'est évident. Il y a une course à la Lune, sino-américaine, ça c'est clair, qui est peut-être aussi un peu géopolitique, parce qu'aujourd'hui, les Space Force, les commandements de l'espace et tout ça, quand je parlais de militarisation, le cislunaire et le lunaire, ça les intéresse aussi. Donc il y a aussi... Il y a du soft power, dire voilà, je suis le premier à être retourné sur la Lune, et ça fait partie du récit chinois, bien évidemment, mais il y a aussi du hard power derrière. Donc voilà, donc on est dans ce climat-là, puis après il y a toute la compétition. Aujourd'hui, avoir l'accès à Internet, les télécommunications, la collecte de données, la capacité à analyser toutes ces données font qu'on a des trésors de données qui viennent du spatial, monnayables. Ces données, elles peuvent être mises au profit de politiques publiques sur l'urbanisation, l'agriculture, les récoltes. Bon. Mais il y a aussi des données spatiales qui sont monétisées. L'accès à Internet, bien évidemment, c'est monétisé. Donc il y a aussi une compétition économique qui n'existait pas il y a quelques années. Et puis, oui, quand je disais soft power et récit de chacune de ces nations, c'est America First and Leadership in Space. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je stimule toujours l'Europe pour qu'elle trouve un positionnement ambitieux et qu'elle ne soit pas simplement un junior partner, alors que, bon, ici, capitale de l'espace, on le sait bien, ici à Toulouse, il y a des expertises très fortes et on a envie de pouvoir les utiliser, pas simplement national français, je parle au niveau européen, une ambition européenne à porter. Encore des questions, Charles-Henri. Pour le micro, ici. Ce matin, nous avions des hôtesses, cet après-midi, c'est un hôte. Merci. C'est ça la parité. Oui, je vais peut-être vous poser une question, je ne sais pas si elle est gênante ou pas. Dans votre présentation, on a vu les noms d'Elon Musk et de Jeff Bezos apparaître. On ne peut pas dire que l'impact qu'ils ont eu dernièrement fasse rêver. L'espace fait rêver. Leur conception du monde, honnêtement, fait peut-être rêver quelques personnes, mais globalement, c'est pas génial quand même.
On voit bien qu'il y a vous parliez de biens communs, hein, et pour vous que ça dure, on sent qu'il y a quand même une privatisation des moyens. Vous pensez quoi de ça? Alors, je partage votre avis, hein, je suis gênée par l'aspect privatisation, le fait qu'il y ait accès à toutes ces données collectées dans l'espace et que ça donne une puissance qui peut même aller au-delà d'une puissance d'État. On l'a bien vu avec Starlink en Ukraine, et ça c'est un sujet important. Un sujet aussi de contrôle des données, d'implantation en Afrique, enfin tout ce qu'on peut imaginer lié à ces modèles économiques et à cette capacité à avoir des données. Et ensuite, sur les visions portées par ces deux personnes dont vous parlez, où il faut reconnaître que ce sont sûrement des managers tout à fait remarquables, avec des capacités d'innovation, de constitution d'équipe, avec des grands talents. Bon, les équipes d'Elon Musk, c'est quand même souvent les grands scientifiques et les grands ingénieurs de NASA qui sont... Bon, mais, et les financements, c'est quand même à 80% des financements publics de contrats de la NASA ou de la DARPA, l'agence américaine. Mais bon, c'est des bons ingénieurs et des bons managers d'équipe qui ont fait progresser considérablement les choses et franchir des pas importants. Après, la vision d'Elon Musk qui est quitter la planète A qu'on n'arrivera pas à sauvegarder pour trouver une planète B, la coloniser et la terraformer, c'est tout à fait délirant. Et vous ne trouverez pas d'agence qui embraye sur ce positionnement. Surtout que pour réaliser tout ça, ça enjambe au moins 2-3 générations. Hein. C'est ok, peut-être qu'en l'an 3000, il y aura des... Mais d'ici là, il faut quand même s'occuper de la génération de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc le long-termisme qui enjambe hein, comme ça l'avenir, c'est pas raisonnable. Et éthiquement, ça n'allait pas. Et Jeff Bezos, lui, c'est plutôt de dire, moi, je peux amener toute la logistique qui fait que je peux emmener tout ce qui est polluant sur Terre et le mettre en orbite. Alors, ça va commencer avec les data centers, hein, il y a des data centers en orbite, et puis tout ce qui pourrait être plus ou moins industrie lourde d'extraction sur Terre, d'aller la déporter vers de l'extraction sur des astéroïdes ou des corps célestes. Et ça, c'est pareil, c'est pas un modèle qui, au niveau de la réflexion des agences, de l'institutionnel, est admissible. Donc là où il faut être attentif, c'est à garder cet équilibre entre la politique publique, les grandes politiques et les grandes stratégies politiques, et puis effectivement la puissance de l'entreprise privée à côté. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot éthique, c'est pour ça que je dis le mot gouvernance, c'est trouver cet équilibre entre l'entreprise privée, le sujet de la régulation, qui contrôle, qui va déplacer un satellite qui éventuellement aurait un risque de collision avec un autre satellite. Alors l'agence spatiale a eu ce souci il y a quelque temps. On appelle ça une conjonction quand il y a un risque de collision. Et il y a tout un système de tracking des objets en orbite pour savoir si éventuellement il y a des risques de collision. Et à un moment donné, il y avait un risque de conjonction avec un gros satellite de l'Agence spatiale européenne par un satellite Starlink, je crois. Et donc l'Agence spatiale européenne a pris contact avec les équipes de SpaceX en leur disant il y a un risque de conjonction, est-ce que vous pouvez déplacer votre satellite Et SpaceX a dit non, nous, nos modèles disent qu'il n'y a pas de risque de conjonction. Donc on ne bouge pas. Et c'est l'agence spatiale qui a déplacé son satellite. Mais on n'a pas encore la loi dure. On est sur des responsible behavior, comportement responsable. C'est la seule chose à laquelle on soit arrivé aujourd'hui pour discuter de ces sujets. Et donc ça devient quand même très prégnant aujourd'hui comme sujet, la régulation. Et donc faire respecter ces régulations pour attribuer
des erreurs, des responsabilités. Voilà. Donc, effectivement, il y a des sujets qui interpellent. Mais c'est bien d'en être conscient et d'essayer de trouver des solutions et de mobiliser la puissance publique pour que politiquement ça fasse écho. Il y a les Nations Unies qui ont un comité spécifique pour régler ces sujets, mais comme je le disais tout à l'heure, le multilatéralisme, c'est quand même un peu compliqué, un peu faible en ce moment pour interagir. Et puis après, c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il ne faut pas garder cette capacité à explorer, à se poser des questions, à avoir cette curiosité. Il ne faut pas tous qu'on se laisse assombrir par les climats anxiogènes. Et c'est pour ça, souvent je termine par il faut toujours viser la Lune, car en cas d'échec, on retombe sur les étoiles. Là, je vous l'ai dit en introduction. Mais c'est vrai qu'il faut toujours voir plus loin, autrement, penser autrement, puis se dire qu'on va trouver des solutions, tout en restant lucide sur les problèmes, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. Thomas, Claudie, des questions? Une question, allez. Puis tout à l'heure. Oui, puis en plus, il y a 2 femmes qui auront encadré Charles-Henri. Je trouve que entre le conseil d'administration et votre extraordinaire exposé, ça sera bien de finir avec moi, non? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'en plus, dans le fil conducteur, moi, je retiens vraiment toute cette dimension coopération et donc ça tombe bien pour ce congrès. Moi, j'avais une question par rapport à la souveraineté de la France. Parce que, bon, on a eu Thomas Pesquet, vous avez évoqué que dans la prochaine équipe, nous avons un binôme. Et dans la continuité de la question de Charles-Henri, je m'interrogeais justement sur la place encore de la France, notamment dans tout ce que vous avez expliqué, y compris en matière géopolitique. Est-ce qu'on est encore présent? On sait en lisant la presse, on nous dit souvent que tous nos cerveaux partent un peu partout dans le monde, mais qu'on a du mal à les garder. Et j'avais envie d'avoir votre avis justement sur, en tout cas sur le spatial. Est-ce que nous avons encore une forte présence ou est-ce que vous avez remarqué un recul? Merci. Ok, c'est une question un peu compliquée. Merci, un peu long. Je vais regarder parce que j'ai un taxi qui m'attend pour prendre l'avion. Ça va, j'ai encore 5 minutes. On y va. Oui, c'est large le spectre des activités spatiales. Donc on ne peut pas faire une réponse unique. Je vous ai expliqué le sujet des lanceurs, où effectivement, bon, là on a remis sur pied une Ariane 6, mais on est en train de développer des lanceurs réutilisables, on n'y est pas, des mini-lanceurs pour lancer des petits satellites. Bon, tout ça est en cours de développement, donc on est un petit peu en retard sur le sujet des lanceurs. Après, sur les satellites d'observation de la Terre, satellites météo, Copernicus, vous avez peut-être vu le nom, qui est un programme européen d'observation de la Terre. Là, franchement, l'Europe, elle est au top. Et on est tous d'ailleurs assez catastrophés sur les coupes budgétaires, je le disais, sur l'analyse du changement climatique et la fermeture pratiquement de l'agence NOAA aux États-Unis, qui est l'agence qui donnait ces données sur les évolutions climatiques, parce que ça fait un trou dans les bases de données. C'est le même sujet sur des sujets de santé, où il y a un trou dans les bases de données, parce que les équipes ne peuvent plus travailler correctement. Donc là, sur ce sujet-là, vraiment, l'Europe, elle est au top sur des tas de domaines et elle est leader sur ces avancées-là. Sur les satellites, ça bouge. Non, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a eu une volonté du gouvernement d'avoir là aussi des start-up innovantes qui permettent d'avoir plus d'agilité pour développer des nouveaux process. Sur le tracking des objets, ça marche bien. Il y a plein de sujets. Les petits satellites, ça commence à bien bouger. Là, sur la zone de Toulouse, il y a plein de choses très intéressantes. Le CNES a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES, qui permet à des startups et des incubateurs de se développer. Il y a des fonds d'investissement spécifiquement. Donc ça bouge. Mais au niveau national, après, il y a comme chaque fois au niveau européen, des développements nationaux qui sont parfois dupliqués, alors qu'à un moment donné, il faudrait pouvoir faire converger, être plus complémentaires. C'est vrai qu'on voit
une remontée au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'Italie, au niveau de la France, qui sont les 3 pays contributeurs de l'Agence spatiale européenne, d'être un petit peu souveraineté nationale, alors que les sujets de sécurité, défense nécessiteraient qu'on mette le plus possible en commun tous nos moyens. Mais bon, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Sur le volet, sur la science, on est top aussi. Vraiment des missions absolument extraordinaires. J'ai évoqué les ondes gravitationnelles, l'énergie sombre, les missions vers Mercure, les missions vers les lunes glacées de Jupiter. Il y a Joyce qui est parti il y a 2 ans pour aller explorer les lunes glacées de Jupiter. Gaïa, enfin, on a des missions absolument somptueuses. Sur la science, on est au top. L'exploration habitée, le vol habité, ça ne s'achète pas. C'est des barter. On fournit de la techno à NASA et à la Station spatiale internationale, et en échange de la techno fournie, on a du temps d'équipage et un vol d'équipage. Et il faut fournir la techno la plus indispensable, je dirais, au système. Et le plus on est innovant, indispensable dans ce qu'on apporte, le plus on a des chances d'avoir un bon positionnement pour nos astronautes. Le vol Artemis 2, que je vous ai montré, sur les 4 membres d'équipage, il y a un Canadien, les 3 autres Américains. Pourquoi le Canada? Parce que le Canada fournit le bras robotique hyper sophistiqué qui va permettre de faire tous les assemblages dans le futur, qui va permettre de faire l'assemblage de la station spatiale, que les Américains n'ont pas développé. Donc ils ont besoin du bras canadien. Donc voilà, c'est un barter intéressant pour la NASA, donc un Canadien qui va voler. Le vol d'après, ou peut-être le Artemis 4, quel est le non-américain qui va voler? C'est un Japonais. Pourquoi un Japonais? Parce que les Japonais vont, avec Toyota, construire le véhicule type camping-car pressurisé qui va pouvoir se déplacer à la surface de la Lune. Jusqu'à présent, on a des rovers où il faut sortir en scaphandre. Là, l'idée, c'est d'avoir un truc. On peut passer la nuit avec un petit labo pour aller d'un point à un autre. Ça. Bon, les Américains, eux, ils n'ont pas mis d'argent sur le développement de ça, donc ils ont besoin de ce véhicule pressurisé, et les Japonais ont obtenu un pied sur la Lune. Nous, Européens, on a fait le module de service du vaisseau Orion, qui est utile, parce que c'est ça qui emmène les astronautes au moins en 6 lunaires, et on a obtenu 3 places d'astronautes, mais en 6 lunaires. On n'a pas apporté le truc qui permet de nous assurer un footprint, un pied. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, on a une conférence ministérielle en 2025, là, au mois de novembre. Soit on monte carrément une ambition à avoir l'Europe un accès habité autonome à l'espace, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ariane 6, elle ne sait pas emmener des équipages aujourd'hui. Donc on dépend des Américains ou même pas des Russes. Il n'y a pas d'Européens qui volent avec des Russes aujourd'hui. On dépend des Américains. Soit on est capable d'avoir un accès habité, puis d'ici 10 ans, 15 ans, ben voilà, on aura peut-être la possibilité. Soit on apporte vraiment une contribution qui fait que ça sera un parterre lourd qui nous permet. Donc ça veut dire passer du statut de junior partner à partenaire indispensable. Et le partenaire indispensable, là, il est à la table des négociations, il est partie prenante des évolutions. Donc c'est un petit peu le sujet de l'Europe pour les 3 années qui viennent, là, en sachant qu'il y a l'Agence spatiale européenne, qui est une organisation intergouvernementale, et la Commission européenne, qui, elle, est communautaire. Et la Commission européenne, là aussi, est sensibilisée au sujet du spatial. Elle a beaucoup investi sur l'observation de la Terre, c'est Copernicus. Elle a beaucoup investi sur GPS, qui est en fait le Galileo. Le Galileo est le GPS européen. Et là, son 3e flagship, son grand programme, est ce qui s'appelle Iris Square, qui est une constellation de satellites pour de la connectivité sécurisée à visée gouvernementale. Voilà. Et donc là aussi, il y a le plan pluriannuel de recherche et de développement de la Commission qui est en cours de préparation. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un... Mais vous savez tous qu'il y a plein d'autres priorités, et moi, je ne sais pas quelle est
la clé du budget, comment les priorités vont se positionner. Pour avoir été ministre de la Recherche et pas avoir réussi toujours à faire ouvrir le coffre-fort à Bercy pour les priorités de recherche, je reste humble et lucide. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Claudie Aigneret, notre invité d'honneur ce soir. Merci bien. C'est passionnant. Alors. Maintenant, pour conclure cette journée, je vais vous souhaiter un très bon dîner de gala. Ça va être exceptionnel ce soir. Et puis, je crois que vous avez toutes les modalités, les bus qui partent. Voilà, voilà, vous avez tout ce qu'il faut à partir de 19h15. Et demain matin, on se retrouve donc à partir de 7h45 ici même pour le petit déjeuner, les cafés et la reprise des travaux à 8h30 précise. Merci, merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une très belle soirée. À demain.